Bonjour, vous écoutez Parlons-en, le podcast du théâtre public qui met en lumière le lien qui existe entre l'actualité et les histoires qui se racontent sur scène. L'actualité nous interpelle et c'est justement ce dont on va tenter de parler aujourd'hui. Entre les affaires Pellico et Epstein, nous allons aborder la notion de consentement et les failles du système judiciaire à travers la pièce Prima Facie de Suzy Miller. Alors pour en discuter, deux regards qui vont se croiser autour de la table, Mathilde Rowe, qui joue Tessa, une avocate pénaliste de haute vol, et Anita Biondo, criminologue de formation, policière depuis 20 ans, spécialisée dans la prise en charge des victimes et chargée du projet chez Safe Bruxelles. C'est qui nous aidera à comprendre comment cette question se pose aujourd'hui dans notre société. Parce que le théâtre, en fait, ça parle de nous, ça fait écho à nos vies et ça interroge notre époque, le monde. Alors, voilà, c'est parti. Nous entrons ensemble dans la discussion et je commence par Mathilde Rowe, qui joue Tessa. Alors, pour bien placer le contexte, un petit pitch de l'histoire de cette pièce. Alors, Prima Facie, c'est l'histoire de Tessa Hensler, qui est avocate pénaliste et qui défend ce système judiciaire qu'elle chérit. Et voilà, elle fait toute une démonstration de l'importance de ce système. Et dans un deuxième temps, elle va être elle-même victime, donc elle va se retrouver de l'autre côté. Et les choses vont lui apparaître d'une toute autre manière. Et donc elle va commencer à remettre en question le système judiciaire qu'elle avait porté jusqu'ici à l'honneur. Aujourd'hui, tu joues ce spectacle. Mais à un moment donné, ce spectacle t'a été proposé. J'ai même le souvenir qu'il y a eu une audition Ouais. Que tu as magnifiquement réalisée. Et puis à un moment donné, tu as été choisi pour ce rôle. Et quand on se dit qu'on va jouer ce rôle, indépendamment du texte à dire, indépendamment de l'auteur, est-ce qu'on se prépare d'une manière un peu particulière quand on est une femme qui vit dans le monde d'aujourd'hui, en Belgique ? Oui, on s'y prépare. D'abord, quand on m'a annoncé que j'avais été prise sur cette audition, il y a un espèce de vertige qui est particulier dans cette proposition qui est un seul en scène. C'est qu'on est extrêmement contente, heureuse, parce que le texte, il m'a plu à la première lecture. Et à la fois, on a très très peur, parce qu'on se rend compte, évidemment, que c'est un gros steak à s'envoyer. Et évidemment, on doit se préparer d'abord tout à fait pragmatiquement. Moi, je suis maman d'une petite fille. J'ai un compagnon qui travaille. Et donc, ça commence par une grande logistique parce que voilà, ça nécessite du temps, de l'espace. On s'organise déjà au niveau de l'agenda. Et puis, dès le départ, j'avais envie que le texte soit au rasoir. Déjà parce que je travaille comme ça, mais encore plus parce que je savais que j'avais pas de partenaire. Au niveau de la mémoire, tu veux Au dire ? niveau de la mémoire. Et donc, du coup, je savais que j'allais prendre plus de temps et j'ai pris beaucoup de temps. J'ai commencé 6 mois avant les premières répétitions, ce qui est totalement inhabituel par rapport aux autres spectacles où j'apprends mon texte la veille de la première répète et encore. Non, je plaisante. Non, mais voilà, normalement, c'est plutôt un mois avant, on va dire, selon la taille, évidemment, du rôle. Mais j'avais envie que la mémoire soit très profonde et donc que j'ai des réflexes presque. Parce que je savais que sur le plateau, je pouvais être perdue. Je sentais que c'était un texte qui devait se dire vite, que c'était une gifle et que j'avais envie qu'il n'y ait aucune place à une hésitation. Et voilà, ça c'est la préparation que j'ai faite. Et là, tout récemment, puisque c'est une reprise que je l'ai créée il y a 2 ans, je suis allée à Paris, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'être dans cette ville. Le texte est écrit à Londres. Je n'avais pas le budget pour aller à Londres, mais j'ai une amie qui m'a proposé un appartement à Paris et je suis allée quelques jours à Paris et j'avais envie d'être dans cette ville qui est plus dense que Bruxelles, qui fait beaucoup plus capitale. Donc je me suis préparée là-bas. J'ai fait mon dernier jet d'apprentissage de texte à Paris pendant quelques jours. Bien, alors maintenant, le spectacle s'est repris au théâtre public parce que dès qu'il a été créé, ça a fait très rapidement un gros succès. Là, maintenant, on rejoue ce spectacle et moi, je vois les gens sortir du spectacle émus. La salle est souvent debout quand tu salues à la fin. Ça veut dire qu'ils parlent vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on gère
c'est à vous que je pose la question, dont on gère les victimes d'agressions sexuelles. On en a beaucoup parlé ces derniers temps par les médias, mais est-ce que ça a réellement fort et bien évolué en Belgique? Il y a différentes choses qu'on peut en dire. La première, c'est qu'effectivement, on essaye d'impulser un changement par un changement de loi qui a été très profond et qui existe maintenant depuis, ce que je dis pas de bêtises, 3 ans, 4 ans. On a changé complètement le code pénal sexuel en Belgique, redéfinir totalement les infractions sexuelles. On était encore dans un code qui datait de Napoléon et où les infractions, les atteintes sexuelles aux personnes étaient une atteinte sexuelle à la famille. Et donc, quand on attaquait une femme, c'était pas le fait d'attaquer la femme qui était grave, c'était le fait que l'homme allait être impacté parce que sa femme n'était plus sa femme à lui et qu'elle avait été touchée par quelqu'un d'autre. Donc, on venait de loin. Hein. Les adaptations sont pas trop mal dans ce nouveau texte, et on a surtout intégré une notion très très importante qui est la notion de consentement. Donc, d'un point de vue légal, les avancées sont assez intéressantes. Maintenant, entre une écriture d'un texte légal et la vision de la société par rapport aux victimes de violences sexuelles, le chemin, il est encore long. Quand on voit la notion de consentement et comment les gens la vivent dans leur quotidien, il y a un peu de tout. Il y a surtout beaucoup de gens qui ne considèrent pas encore le consentement comme étant central, par exemple, dans les relations tout court, en fait. Comment on gère et on appréhende les victimes de violences sexuelles, on avance, mais que le chemin est encore long. Dans le spectacle, on apprend, et ça ne se passe pas en Belgique, on apprend que progressivement la justice et les lois ont été créées par les hommes et que donc c'est totalement au détriment des femmes par rapport à des situations qui pourraient être similaires dans le cas où ça existe dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'en Belgique, il y a aujourd'hui au niveau légal quelque chose qui est à ce point masculin, qui dessert les femmes? Je parle dans les lois, je ne parle pas dans le traitement, parce que les mentalités, elles prennent du temps à évoluer, c'est dommage, mais au niveau des lois aujourd'hui, est-ce qu'un homme et une femme, dans un tribunal, vont être traités différemment parce qu'ils sont un homme ou une femme? Alors textuellement, si on prend un code pénal par exemple, évidemment qu'il est censé être totalement appliqué de la même manière, peu importe que la victime soit un homme ou une femme, et que l'auteur soit un homme ou une femme d'ailleurs. Mais concrètement, c'est clairement pas le cas. Enfin, on vit dans un patriarcat, on ne peut pas passer à travers ça, et donc la justice reste patriarcale. On pourra écrire n'importe quel texte, tant qu'il sera appliqué principalement par des hommes et dans la société dans laquelle on vit actuellement, il y aura une influence. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, et on l'a vécu, on en entend parler, que quand une femme vient dire qu'elle a été abusée, harcelée, qu'elle n'a pas donné son consentement, il soit si compliqué qu'elle soit entendue, parce que moi, c'est un parcours de combattant terrible aujourd'hui. Quand une femme en arrive, avant qu'elle arrive à porter plainte, c'est déjà un parcours difficile, et puis une fois qu'elle porte plainte, c'est pas plus simple, et puis ça prend un temps fou. Je connais aujourd'hui, moi, des histoires de femmes que je connais qui ont porté plainte à la police il y a 2 ans, 3 ans, et ce n'est toujours pas traité. Et pendant tout ce temps-là, le poids de ce qui s'est vécu et de ce qui se vit ne fait que s'amplifier. Le doute d'avoir eu raison de porter plainte ou pas ne fait que s'amplifier dans cette différence de traitement. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire, en dehors de venir voir le spectacle pour se rendre compte à quel point c'est nécessaire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça évolue plus vite? Et qu'est-ce que les hommes doivent faire? Ce qu'il faudrait faire, ça va à l'encontre de tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Hein, donc, il faudrait refinancer la justice déjà. La raison pour laquelle ça prend autant de temps, un dossier judiciaire, alors à la police, recevoir la plainte de quelqu'un n'est pas compliqué et le temps est pris pour le faire. Et à Bruxelles, en plus, il y a pas mal de services très spécialisés. Donc, on arrive à le faire assez bien. Et de mieux en mieux, en tout cas. C'est pas encore parfait, hein, soyons clairs, mais ça avance. Maintenant, au niveau de la justice, une enquête, de toutes les manières, ça prend du temps.
Donc on est très biberonné à la télé à voir en un épisode d'une série une situation comme ça de plainte qui est gérée très rapidement. Dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas du tout le cas parce que il faut pouvoir monter le dossier de manière correcte pour l'amener devant un tribunal et éventuellement obtenir une condamnation. Dans le monde actuel, voilà, la justice est tellement sous-financée qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir, par exemple, mener à bien toutes les enquêtes, par exemple, amener chaque dossier devant un tribunal. Et alors, si tous les dossiers arrivaient devant un tribunal, il faudrait encore que les auteurs soient condamnés et on n'y est pas non plus. Donc voilà, ce que devraient faire les hommes en particulier pour que cette situation avance, c'est principalement, je pense, écouter les femmes. Tu joues donc le rôle de cette avocate et en tant que femme, quand tu défends un personnage comme ça qui va, finalement, j'ai pas envie de tout dévoiler, mais qui va faire qu'un homme qui a eu une attitude inacceptable va totalement s'en sortir. Et c'est une femme qui défend cet homme. Quand tu t'identifies à cette femme, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis ça? Parce que intellectuellement et politiquement et à tous les niveaux, on sait bien que tu es totalement contre tout type d'agression de quelque sorte qu'il soit, mais tu incarnes ça et on y croit vraiment. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là comme femme? Pourquoi fait-elle ça? Je pense que la pièce est très bien écrite et du coup, dans la pièce, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on comprend pourquoi elle est à cet endroit-là. C'est d'abord une femme qui s'est affranchie d'un milieu social plutôt pauvre, puisqu'elle vient de Liverpool. Et il y a plusieurs éléments, ingrédients, que j'en cite un, mais il y en a plusieurs. Je laisse aux spectatrices et aux spectateurs voilà, le libre choix de voir ces choses-là. Je crois que la justice amène le pouvoir. Et en fait, une avocate, évidemment, il y a quelque chose de très jouissif. Moi, je suis allée j'ai assisté à un procès à Bruxelles. C'est une pièce de théâtre. Donc, il y a quelque chose qui est tout à fait naturel pour moi d'incarner cette avocate en première partie qui fait une démonstration de l'importance de la justice. C'est une pièce de théâtre, en fait. Il joue des rôles. Et moi, j'ai vu des avocats et des avocates à l'œuvre et j'étais très impressionnée par leur jeu. J'étais pas impressionnée par eux ni par ce qu'ils disaient, mais leur attitude, leur gestuelle, comment est-ce qu'ils prennent la place, comment est-ce qu'ils amènent le doute. Ça m'a beaucoup inspirée. Enfin, on parlait tout à l'heure de la préparation, mais par exemple, c'est une des préparations que j'ai faites aussi. Et évidemment, j'ai répété avec un metteur en scène et une assistante, qui sont David Leclerc et Christelle Pedrinelli. Évidemment que j'ai répété. Je me suis dit que j'avais oublié ça tout à l'heure dans ma question, donc je le place. Mais voilà, il y a quelque chose de naturel à jouer le pan. C'est très chouette à faire. Et à un moment donné dans la pièce, la notion de consentement va être présente. Est-ce que c'est la vision que tu avais avant, ou est-ce que le fait de jouer cette pièce sur la logique de consentement a encore évolué chez toi, femme? Non, ça confirme mon idée, je pense. Par contre, je sens une évolution dans les mentalités quand on discute à la fin du spectacle avec même des gens qui me sont proches. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Dans le spectacle, il y a aucun doute sur le fait qu'elle ait été agressée. Et je pense qu'il y a des gens, des spectatrices, des spectateurs, qui peuvent encore avoir le doute. Jusqu'à des gens qui sont convaincus, évidemment, que pas du tout. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que ce spectacle, il peut être aussi un baromètre par rapport à cette définition du consentement. Elle est, évidemment, on peut en donner une définition classique, mais elle est avant tout personnelle. Elle peut être culturelle, mais elle est personnelle. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Je suis contente que n'importe qui puisse venir voir cette pièce et se poser cette question-là du consentement. Mais j'ai déjà eu un spectateur, en l'occurrence, qui avait un gros doute, qui m'a dit « mais bah bon, elle s'est pas vraiment en fait agressée, enfin, elle était quand même un peu d'accord, alors qu'il y a
Ni dans mon interprétation, ni dans l'écriture, il n'y a aucun doute. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est vraiment ce que vous disiez sur la société patriarcale et le regard qu'on peut avoir là-dessus. La logique de consentement, qui est finalement le point de départ de tout, ou de beaucoup. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de consentement, rien ne doit se passer. Est-ce que c'est une matière qui aujourd'hui est abordée dans les écoles? Le consentement. Vous dites que le consentement est devrait être à Oui, la base de tout. oui, je trouve que ça doit être. Non, ce n'est Clairement pas. non, mais j'espère que j'étais clair pour ceux qui nous écoutent. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être à la base de tout. Puisque s'il n'y a pas de consentement, il ne devrait pas y avoir d'agression, enfin, tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'on enseigne ça aux enfants aujourd'hui, en primaire, en gardienne parce qu'on ferait ça. Est-ce que ça pourrait pas commencer à faire changer les mentalités? Alors, il y a quelque chose en Belgique qui existe et qui, en partie, sert à ça, et ça s'appelle l'EVRAS, vie relationnelle, affective et sexuelle, qui a été horriblement dénigré et attaqué de beaucoup de manières quand il a été imposé dans les écoles. Et en fait, ça commence par vie relationnelle et affective. Et en fait, une des bases de ce travail dans les écoles, justement, ça parle énormément du consentement. Ce qui n'était pas le cas quand on était jeune. On avait aussi des séries de... Enfin, ouais, j'ai 45 ans, là. Quand j'étais gamine en primaire, on recevait aussi un cours d'éducation sexuelle. Et on ne parlait pas du tout du consentement. On nous mettrait juste un slide de bio, là, sur le tableau, et on étudiait l'anatomie, finalement. Ici, non, justement, c'est le consentement. Et dans toutes ces approches, c'est-à-dire que... demander un bonbon à son voisin et le recevoir, c'est ah oui, mais l'autre peut aussi refuser. Donc c'est très basique quand ils sont petits, c'est des exemples qui sont très concrets pour eux. Et je pense que parler du consentement, oui, dans les écoles et dans des relations très anodines, c'est le début en fait. Et c'est là qu'on arrive à semer les graines de plus tard. Le consentement, ça va aussi s'appliquer dans plein d'autres domaines que juste on va partager notre repas ce midi. Ça va aller dans tous les aspects de la vie et donc dans le relationnel et donc un jour peut-être, sûrement d'ailleurs, dans le sexuel. Mais oui, ça commence dans les écoles et ça commence là. Excessivement peu d'hommes reconnaissent des faits d'agression. Soit en invoquant ce que tu disais, Mathilde, tout à l'heure, mais oui, mais elle n'a pas vraiment dit non, soit pour d'autres raisons. Et dans toutes les histoires que je peux suivre, il y a comme ça, ou les films qui ont pas mal parlé de ça aussi, ou les événements dont on n'arrête pas de parler, il n'y a pas de reconnaissance, de culpabilité, d'avoir mal agi par rapport à une femme. Au-delà du patriarcat, parce que souvent on me donne comme réponse, oui, c'est parce que la notion de virilité a été éduquée d'une certaine manière et que plein d'hommes ne peuvent pas exprimer leur virilité dans leur quotidien, alors hors couple, alors ils prennent le pouvoir, parce que la violence conjugale est terrible aussi, et c'est un secteur énorme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour que ces hommes qui agressent, parce que c'est quand même principalement des hommes qui agressent plutôt que le contraire, arrivent à prendre conscience de leur culpabilité pour que leur point de vue change? Le blanc, tout à fait voulu, parce que c'est une question que je me pose et je la complète, je m'en excuse, par un élément, c'est que j'ai ce sentiment aujourd'hui que beaucoup d'hommes pensent que si ils avouent leur culpabilité sur un harcèlement de quelque type que ce soit, derrière ça, après avoir purgé une peine en conséquence, il y aurait peut-être plus de vie possible dans le monde d'aujourd'hui. Encore presque pire que d'avoir, d'ailleurs c'est aussi pire, violé que de tuer quelqu'un, de purger sa peine et de sortir. Donc cette notion de est-ce que c'est ça qui intervient dans le fait de ne jamais oser dire j'ai eu tort, je n'aurais pas dû, je m'excuse, je vais payer ma dette, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très adroit la manière dont je pose la question, j'arrive pas à la formuler autrement. C'est aussi la question de culpabilité. Est-ce que ces hommes-là se sentent coupables? Parce que en fait, finalement, ils se servent et pour eux, ils sont totalement légitimes. Je ne crois pas qu'ils se disent qu'ils sont coupables.
Et alors le reconnaître, ce serait déconstruire toute une éducation, enfin j'ai l'impression en tout cas. Il y a beaucoup d'aspects différents dans votre question. Je m'en excuse. Non, mais c'est pas du tout un problème. C'est que si on prend la première partie, et c'est pour ça que j'ai pas répondu immédiatement, est-ce qu'il existe des endroits qui peuvent aider les auteurs à se rendre compte de ce qu'ils ont fait? Alors il y en a, mais il y en a très peu. Il y en a très peu, et on est souvent dans une approche qui voudrait que justement la personne reconnaisse qu'elle a commis quelque chose de répréhensible, et ensuite on irait l'aider à sortir justement du mécanisme que tu évoquais. Il y a très peu d'aide aux auteurs, en fait. Il y a peut-être une ligne téléphonique qui permet à des personnes qui ont des idées d'éventuellement commettre des actes de... Donc ça, je sais que ça existe, mais à part ça, et à part les grands classiques ASBL qui prennent en charge les auteurs avérés de violence, quand on s'imagine qu'on voudrait commettre une violence et qu'on se dit je vais faire quelque chose, mais qui va aider ces gens? Il n'y a pas. Commettre une violence et la reconnaître et aller chercher de l'aide, il y a aussi très peu de recours. Et alors après, comme tu disais, mais très peu de personnes reconnaissent avoir mal agi finalement. Alors est-ce que c'est la peur de la prison? Je ne pense pas, parce qu'il y a tellement peu d'auteurs qui sont condamnés que c'est pas là que la peur se trouve. Je pense que plutôt on est dans une impunité, comme tu l'abordais. Pourquoi est-ce que je peux rien faire de mal? Mais donc alors c'est encore une fois la loi qui ne fonctionne pas s'il n'y a pas de... Non, c'est pas la loi, c'est une sensation qu'on a de l'homme qui agresse une femme, il a le droit de le faire en fait. Mais s'il n'est pas puni correctement. Mais c'est pas une question de punition, on pourrait punir, je veux dire, on n'arrête pas d'aggraver les peines à l'encontre de certains faits violents, ça n'a jamais empêché personne de les commettre. Donc le problème, il n'est pas là, pour moi. On peut durcir le système pénal jusqu'à je veux dire, certains pays pratiquent encore la peine de mort, ça n'empêche pas les gens de commettre des crimes. Donc c'est pas là le chemin, c'est pas ce chemin-là qui est le bon, pour moi en tout cas. Je parle d'un point de vue très personnel. Oui, c'est l'éducation donc. L'éducation principalement, oui. Bien. Eh bien, pour ceux qui veulent aller encore ailleurs dans ce débat, pour ceux qui veulent entendre une magnifique actrice, vraiment magnifique. Merci. Et j'ai beau être le chanceux directeur de théâtre qui l'accueille, c'est une réalité, elle est partagée par un très grand nombre. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce qu'ils ressentent en tant qu'hommes et femmes, je ne peux que vous inviter à venir voir ce beau spectacle. Et puis peut-être de vous retrouver dans un podcast sur un autre sujet, ou encore celui-là, parce que tant qu'il ne sera pas résolu, autant en parler. Merci beaucoup. Merci. Merci.